Le couteau trancha l'air avec un sifflement aigu, frôlant la joue d'Océane qui recula d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Tu crois que je suis comme les autres » hurla Elina, les yeux flamboyants de rage et de désespoir, son corps tremblant sous la lumière vacillante d'une bougie. Dans ce silence assourdissant qui suivit, Océane sentit le monde s'effondrer, l'amour qu'elle avait cru invincible n'était qu'un mirage fragile, prêt à se briser sur les rochers de leurs secrets enfouis. Barcelone, cette ville aux veines de feu et d'embrun salé, avait toujours été pour Océane un refuge précaire. À 32 ans, elle avait fui Paris 5 ans plus tôt, lasse des regards en coin et des murmures dans les couloirs du Louvre où elle avait travaillé comme restauratrice d'œuvres anciennes. Ici, dans le quartier gothique aux ruelles étroites et aux balcons fleuris de géraniums rouges, elle avait trouvé un poste modeste dans une petite galerie d'art contemporain, nichée entre une boulangerie aux arômes de pain frais et un bar à absinthe où les ombres dansaient jusqu'à l'aube. Océane était une femme de contraste, grande et élancée, avec des cheveux châtains qui tombaient en cascades rebelles sur ses épaules, et des yeux verts qui semblaient percer les âmes comme des lames d'émeraude. Une fine cicatrice barrant sa joue gauche, souvenir d'une chute d'enfance dans les escaliers de Montmartre, lui donnait un air de mystère, presque de défi. Elle aimait les nuits espagnoles, ces heures où la Rambla s'animait de guitaristes flamenco et de rires étouffés, mais au fond d'elle, une solitude tenace la rongeait, comme un vin aigre qui refuse de s'adoucir. Ce matin-là, en entrant dans la galerie sous un ciel plombé de nuages bas, Océane sentit un frisson inhabituel. La directrice, une Andalouse nommée Carmen aux hanches généreuses et au rire tonitruant, l'attendait près du comptoir, un café fumant à la main. « Océane, ma chérie, viens que je te présente notre nouvelle recrue. Elina arrive tout droit de Madrid, et elle a un œil pour l'étoile qui te fera pâlir d'envie. » Océane leva les yeux, et là, au milieu de la pièce aux murs tapissés de toiles abstraites aux teintes ocre et indigo, se tenait Elina. 28 ans, silhouette fine et athlétique, cheveux noirs coupés courts en un carré audacieux qui encadrait un visage aux traits fins, presque androgyne. Ses yeux, d'un brun profond comme le bois de chêne ancien, pétillaient d'une intelligence vive, et sa bouche, ourlée d'un sourire timide, trahissait une sensualité contenue. Elle portait un chemisier blanc immaculé rentré dans un pantalon noir ajusté, et une écharpe légère nouée autour du cou, vestige d'un style madrilène sophistiqué. Elina serra la main d'Océane avec une fermeté surprenante, et dans ce contact fugace, leurs regards se croisèrent comme deux éclairs dans la tempête. « Enchantée » murmura Elina d'une voix rauque, légèrement voilée par un accent castillan qui roulait les airs comme des vagues. « J'ai beaucoup entendu parler de ton travail sur les fresques catalanes. C'est inspirant. » Océane rougit malgré elle, un phénomène rare chez cette femme habituée à masquer ses émotions sous un vernis d'indifférence. La journée s'écoula en un tourbillon, Elina s'avéra non seulement compétente, mais passionnée, disséquant les expositions avec une acuité qui faisait écho aux propres obsessions d'Océane. Elles parlèrent de Miro, de Picasso, de ces exils artistiques qui reflétaient leurs propres errances. À la pause déjeuner, assise sur un banc face à la fontaine de la Plaza Royale, Elina avoua, d'un ton presque conspirateur, « Tu sais, à Madrid, je me sentais étouffée. Les gens regardent, jugent. Ici, à Barcelone, il y a cette liberté dans l'air, non ? Comme si la mer murmurait des secrets aux âmes perdues. » Océane hocha la tête, sentant une chaleur se diffuser dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des lustres, elle se sentit vue, vraiment vue. Les semaines suivantes furent un ballet délicat de regards volés et de conversations tardives. La galerie fermait ses portes à 19h, mais Océane et Elina s'attardaient souvent, réarrangeant les sculptures sous les plafonds voûtés, leurs épaules se frôlant par accident ou par dessein. Un soir, alors que la pluie martelait les vitraux, Elina sortit une bouteille de cava du frigo de la réserve. « À nous, les intrus dans ce monde d'hommes et de conventions », trinquait-elle, ses yeux plongeant dans ceux d'Océane avec une intensité qui fit vaciller la Française. Le vin pétillait sur leurs langues, et bientôt, les mots se firent plus intimes. Elina confia son coming out à 18 ans, une scène explosive dans l'appartement familial de Tolède, où sa mère avait pleuré des nuits entières avant d'accepter. Océane, à son tour, parla de Paris, de cette amante qu'il avait quittée pour un homme, la laissant avec une blessure qui saignait encore. Les femmes comme nous, Elina, on porte des armures invisibles. Mais parfois, on a envie de les ôter, juste pour une nuit. Cette nuit-là, elles marchèrent jusqu'au port, les pavés luisants sous la lune.
L'air était chargé d'iode et de jasmin, et quand Elina glissa sa main dans celle d'Océane, ce fut comme si le monde entier retenait son souffle. Elles s'arrêtèrent près d'une barque amarrée, et dans l'ombre des mâts, leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois. C'était un baiser hésitant, puis fiévreux, chargé de tous les non-dits de leur solitude. Les mains d'Elina explorèrent le dos d'Océane avec une tendresse possessive, tandis que les doigts de la Française s'enfouissaient dans les cheveux courts de sa compagne. « Reste avec moi ce soir », murmura Elina contre sa peau. Océane acquiesça, le cœur gonflé d'un espoir qu'elle n'osait nommer. L'appartement d'Océane, un 2 pièces exigu au 3e étage d'un immeuble haussmannien reconverti, devint leur sanctuaire. Les murs étaient couverts de croquis au fusain nu féminin entrelacés, inspirés des amours saphiques de l'Antiquité. Elles firent l'amour pour la première fois sous la lueur tamisée d'une lampe de chevet, leur corps se découvrant avec une urgence mêlée de révérence. Elina était audacieuse, ses caresses précises et exigeantes, traçant des chemins de feu sur la peau pâle d'Océane. Celle-ci, plus contemplative, répondait par des baisers lents, des murmures en français qui faisaient rire Elina de délices. « Dis-moi que je suis à toi », supplia Elina au creux de l'oreille, et Océane obéit, sa voix brisée par l'émotion. Au petit matin, enlacées dans les draps froissés, elles parlèrent d'avenir, un voyage à Séville, peut-être, ou une exposition commune. La vie, pour la première fois, semblait un tableau achevé, vibrant de couleurs. Mais sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Elina recevait des appels tardifs, qu'elle esquivait avec un sourire forcé. Océane, sensible au silence, n'osait pas insister, craignant de briser la bulle fragile. Au travail, leur complicité rayonnait, les clients s'attardaient, charmés par cette alchimie évidente. Carmen, avec son flair de gitane, les taquinait, « Vous deux, vous illuminez cet endroit comme un feu de joie. Attention à ne pas vous consumer trop vite. » Elle riait, mais Océane sentait, au fond d'elle, une pointe d'appréhension. Elina était un tourbillon, une force de la nature, elle, Océane, n'était qu'une flamme vacillante, hantée par les fantômes du passé. Un après-midi d'octobre, alors que les feuilles des platanes jaunissaient le long des avenues, Elina proposa une escapade. « Allons à Sitges, pour le week-end. Juste nous, la plage, et l'oubli. » Sitges, cette perle de la Costa Dorada, était un havre pour les âmes queer, avec ses bars arc-en-ciel et ses couchers de soleil incendiaires. Océane accepta avec enthousiasme, imaginant des jours paresseux à se lever sur le sable fin. Elles partirent un vendredi soir, la voiture d'Elina une vieille Citroën cabossée filant sur l'autoroute sous un ciel étoilé. La musique de Rosalia emplissait l'habitacle, et Elina chantait faux, sa main droite posée sur la cuisse d'Océane, un geste possessif qui la faisait fondre. À Sitges, elles louèrent une chambre d'hôte face à la mer, une mansarde aux volets bleus et au lit king size drapé de moustiquaires. Les 2 premiers jours furent un paradis, promenade main dans la main le long du Paseo Maritimo, dîner de paella arrosé de sangria dans des tavernes enfumées, et nuit où leurs corps s'entremêlaient dans une danse infinie. Elina était insatiable, ses lèvres explorant chaque courbe avec une ferveur presque désespérée. « Tu es ma muse, Océane, mon feu sacré », soufflait-elle, et la Française se laissait emporter, oubliant les doutes. Mais le dimanche soir, alors qu'elle rentrait à Barcelone, Elina reçut un message sur son téléphone. Son visage se ferma comme un rideau de fer, et elle accéléra, les jointures blanchies sur le volant. De retour en ville, la réalité reprit ses droits. La galerie bourdonnait d'activité avec une nouvelle exposition sur l'art queer catalan, et leur romance s'intégra subtilement au quotidien. Pourtant, Océane remarqua des changements, Elina s'absentait plus souvent, prétextant des rendez-vous avec des fournisseurs. Une nuit, alors qu'elle dînait d'olives et de fromage manchego sur le balcon, Océane osa, « Qui est cette personne qui t'appelle si tard ?» « Une ex ?» Elina rit, un rire trop aigu, et secoua la tête. « Juste du travail, ma belle. Ne t'inquiète pas, ton imagination galope comme un cheval sauvage. » Mais le doute s'était insinué, tel un ver dans une pomme mûre. Les fêtes de fin d'année approchaient, enveloppant Barcelone d'une lumière festive qui contrastait avec les tourments intérieurs d'Océane. La galerie organisait un vernissage pour Noël, une soirée où les amateurs d'art se presseraient en tenues élégantes, sirotant du cava sous des guirlandes scintillantes. Elina et Océane passèrent des heures à accrocher les toiles,
des portraits de femmes enlacées par une artiste locale nommée Leia, dont les coups de pinceau évoquaient la tendresse et la tourmente des amours interdites. Regarde ça, dit Elina en désignant une toile où deux silhouettes se fondaient dans un baiser sous la pluie. C'est nous, non? Océane sourit, mais son cœur se serra. Depuis Sitges, une distance s'était creusée, imperceptible mais réelle, comme un courant sous-marin qui tire vers l'abîme. La soirée du vernissage fut un triomphe. La salle bruissait de conversations animées, de rires et du tintement des verres. Elina, radieuse dans une robe noire moulante qui soulignait sa silhouette élancée, charmait les invités avec son éloquence. Océane, en tailleur pantalon gris perle, observait depuis le fond de la pièce, un verre de vin rouge à la main. Elle se sentait fière, mais aussi vulnérable, comme si chaque compliment adressé à Elina était une aiguille piquée dans sa chair. Vers minuit, alors que la foule se dispersait, Elina l'attira dans la réserve, refermant la porte derrière elle. « Viens, j'ai besoin de toi », murmura-t-elle, ses mains glissant sous le chemisier d'Océane. Leur étreinte fut brève mais intense, un feu de paille contre le mur tapissé de carton. Pourtant, quand Elina se rhabilla, son téléphone vibra à nouveau. Elle le consulta discrètement, et son sourire s'effaça. « C'était qui ?» demanda Océane, la voix tendue. Elina hésita, puis soupira. « Ma sœur. Elle a des problèmes à Madrid. » Rien de grave. Mais Océane n'était pas dupe. Cette nuit-là, dans le lit, Elina s'endormit vite, tandis qu'Océane veillait, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. Le lendemain, Noël, elles passèrent la journée chez Carmen, qui avait insisté pour un repas familial. La table débordait de gambas à l'ail, de tortillas et de turons, et l'air embaumait le romarin et le vin. Elina était charmante, racontant des anecdotes madrilènes qui faisaient hurler de rire l'assemblée. Mais sous la table, sa main ne chercha pas celle d'Océane, et ce vide la glaça. Les jours suivants, la routine reprit, mais avec une amertume croissante. Océane fouilla le téléphone d'Elina un soir où elle dormait profondément, un geste qu'elle regretta aussitôt, mais que le doute avait rendu inévitable. Les messages étaient codés, signés d'un initial, M. Des phrases anodines en surface, « Pense à toi. Rendez-vous jeudi. » Mais l'une d'elles la frappa comme un coup de poignard, « Ne dis rien à elle. C'est notre secret. » Le cœur d'Océane se brisa en silence. Qui était M? Une amante? Une amie? Pire, une trahison qui confirmait ses peurs les plus noires? Elle confronta Elina 2 jours plus tard, dans la cuisine exiguë de l'appartement, alors que le soleil se couchait sur les toits de tuiles rouges. « Qui est M ?» lança-t-elle, la voix chevrotante. Elina pâlit, ses yeux s'écarquillant comme ceux d'un animal traqué. « C'est rien, Océane. Une collègue de Madrid, pour un projet. » Mais les mensonges suintaient de ces mots comme du miel empoisonné. La dispute éclata, violente et cathartique, Océane hurla ses doutes, Elina défendit son innocence avec une fureur qui masquait la culpabilité. « Tu ne me fais pas confiance ? » Après tout ça, cria Elina, les larmes aux yeux. Océane, blessée, riposta, « La confiance se gagne, Elina. Pas seulement dit comme un os à un chien. » Elles se séparèrent ce soir-là, Elina claquant la porte, laissant Océane seule avec l'écho de ses pas dans l'escalier. Les semaines qui suivirent furent un purgatoire. À la galerie, elle maintenait une façade professionnelle, mais les silences étaient lourds, les regards fuyants. Océane se réfugia dans le travail, restaurant une vieille toile de tapis avec une minutie obsessionnelle, comme si chaque coup de brosse pouvait effacer la douleur. Ces nuits étaient hantées par des rêves où Elina l'abandonnait sur une plage déserte, les vagues emportant leurs promesses. Pourtant, malgré la rage, l'amour persistait, tenace comme une racine dans la roche. Un soir, après une exposition pluvieuse, Elina l'attendit sous l'auvent, trempée jusqu'aux os. « On doit parler, Océane. » « Vraiment. » Elle allèrent dans un bar caché du Born, un antre aux murs de briques et aux chandelles vacillantes, où des couples de femmes dansèrent un tango languide. Assise dans un coin sombre, Elina commanda 2 verres de vermouth. Ses mains tremblaient en allumant une cigarette, un vice qu'elle cachait habituellement. « M, c'est Mariana. Mon ex. Celle qui m'a brisé avant toi. Elle est revenue, avec des excuses, des promesses.
J'ai répondu, par faiblesse. Mais je n'ai pas couché avec elle, je le jure. C'était juste la peur de l'oubli. Océane écouta, le cœur serré. La confession était un baume, mais incomplet. Pourquoi me l'avoir caché, murmura-t-elle. Elina baissa les yeux. Parce que j'avais peur de te perdre. Toi, tu es stable, Océane. Moi, je suis un chaos ambulant. À Madrid, on m'a appris à me méfier, à garder mes failles pour moi. Cette vulnérabilité fissura la glace. Elles rentrèrent ensemble, et dans l'ascenseur exigu, leurs lèvres se trouvèrent à nouveau, un baiser salé de larmes et de regrets. La réconciliation fut lente, faite de conversations nues sous les couvertures, où Elina dévoila son passé, une enfance dans une famille conservatrice, un premier amour avorté par le scandale, et cette Mariana qui l'avait manipulée comme une marionnette avant de la jeter. Océane, à son tour, parla de sa fuite de Paris, de cet ex qui l'avait fait douter de son propre désir. Nous sommes toutes les deux des exilés, Elina. Mais ensemble, peut-être qu'on peut construire un foyer. Le printemps revint sur Barcelone avec une douceur insolente, les jacarandas fleurissant en cascades violettes le long des avenues. Leur amour se raffermit, teinté d'une maturité nouvelle. Elles planifièrent un voyage en Andalousie, mais avant cela, un incident secoua leur équilibre. Lors d'une fête de la galerie, une critique d'art parisienne nommée Sophie flirta ouvertement avec Océane. Elina, jalouse pour la première fois, se retira dans un coin, le visage fermé. Plus tard, dans la voiture, elle explosa, elle te touchait comme si tu étais à elle. Tu l'as laissé faire. Océane, surprise, rétorqua, c'était rien. Et toi, avec Mariana? La plaie rouvrit, et elles passèrent la nuit à s'accuser mutuellement de faiblesses passées. Ce fut le début d'une période de turbulence. Elina, hantée par ses insécurités, devint possessive, vérifiant le téléphone d'Océane avec une suspicion qui la rongeait. Océane, à bout, se replia, passant des soirées seule à peindre dans l'appartement. La galerie devint un champ de mine, un regard trop long, un compliment innocent, et la tension montait. Carmen, sentant le malaise, les convoqua. « Mes filles, l'amour n'est pas une toile qu'on retouche indéfiniment. Il faut savoir quand lâcher le pinceau. » Ces mots résonnèrent, mais le mal était fait. Un soir de juin, sous un ciel orageux qui menaçait d'éclater, Elina annonça qu'elle devait rentrer à Madrid pour une semaine, affaire familiale. Océane, lasse des demi-vérités, insista pour des détails. « C'est Mariana, n'est-ce pas? Elle te rappelle à l'ordre. » Elina nia, mais ses yeux la trahirent. La dispute fut cataclysmique, verre brisé, mots assassins. « Tu es toxique, Elina. »« Un poison que j'ai bu par amour, » hurla Océane. Elina riposta, « Et toi, tu es froide comme un marbre de musée. Tu ne me donnes jamais tout. » Elina partit le lendemain, laissant un vide béant. Océane erra dans la ville comme un fantôme, hantant les lieux de leurs souvenirs, le banc de la Plaza Royale, le port où elle s'était embrassée. Elle appela une amie de Paris, qui lui conseilla « Laisse-la partir, Océane. L'amour ne se force pas, mais le cœur ne raisonne pas. » L'absence d'Elina s'étira comme une éternité. Les jours se muèrent en semaines, et Barcelone, autrefois un écrin de passion, devint une prison aux barreaux dorés. Océane travaillait mécaniquement à la galerie, son sourire poli masquant un abîme intérieur. Les toiles qu'elle manipulait semblaient se moquer d'elle, ses formes entrelacées, ses couleurs vives qui criaient l'union, alors qu'elle se sentait déchirée. Carmen, avec sa sagesse de mère poule, lui offrait des cafés et des écoutes patientes, mais rien n'apaisait le vide. Une nuit, incapable de dormir, Océane fouilla les affaires d'Elina restées dans l'appartement, un pull oublié, imprégné de son parfum musqué. Les larmes vinrent alors, un torrent libérateur qui lava les scories de la colère. À Madrid, Elina affrontait ses démons. La ville, avec ses plazas solaires et ses fontaines chantantes, lui rappelait trop ses chaînes passées. Mariana l'avait contactée, prétextant une urgence, une exposition commune qu'elles avaient planifiée jadis. Mais au fond, c'était un piège, une tentative de reconquête drapée de nostalgie. Elina, affaiblie par la dispute avec Océane, avait cédé à une rencontre.
Dans un café du quartier de Chuca, sous les regards complices de la communauté queer madrilène, Mariana, une femme aux cheveux roux flamboyants et au sourire carnassier, avait plaidé « On était si bien, toi et moi. Oublie cette Française distante. Reviens à nous. » Elina avait écouté, le cœur en lambeaux, mais au moment où Mariana posa sa main sur la sienne, une image fulgurante la traversa, Océane, riant sur la plage de Sitges, ses yeux verts brillants d'un amour pur. Elle se leva abruptement, renversant sa tasse de café. Non. C'est fini. Pour de bon. De retour à Barcelone 3 jours plus tard, Elina trouva l'appartement vide. Océane avait pris ses distances, dormant chez une amie. Le message qu'elle laissa était laconique, j'ai besoin d'espace. Ne m'appelle pas, Elina, dévastée, erra dans les rues, buvant plus que de raison dans des bars enfumés où des drag queens chantaient des boléros déchirants. Elle écrivit des lettres qu'elle ne posta jamais, des pages févrichement noircies de regrets et de déclarations d'amour. Tu es la lumière dans mon chaos, Océane. Sans toi, je suis une toile blanche, vide de sens. Le point de rupture survint lors d'une exposition majeure à la Fundació Joan Miró, sur les hauteurs de Montjuïc. La galerie de Carmen y présentait une sélection d'œuvres, et Océane y travaillait comme responsable logistique. Elina, invitée en tant qu'assistante, se força à y aller, espérant un signe. La soirée était somptueuse, le musée perché sur sa colline offrait une vue panoramique sur la ville illuminée, les étoiles se mêlant aux lumières des gratte-ciels. Les invités collectionneurs, artistes, critiques déambulaient parmi les sculptures surréalistes de Miró, sirotant du champagne. Océane, en robe noire simple qui soulignait sa grâce élancée, circulait avec assurance, mais son visage était pâle, ses yeux cernés. Elles se croisèrent près d'une constellation de boules colorées suspendues, un chef-d'œuvre de Miró évoquant l'univers en ébullition. Elina s'approcha, le cœur battant. Océane, murmura-t-elle. La Française se figea, puis pivota lentement, son regard un mélange de douleur et de défi. Pas ici. Pas maintenant. Mais Elina insista, la tirant dans une alcôve sombre, loin des murmures. Écoute-moi. Mariana est le passé. Un fantôme que j'ai exorcisé. C'est toi que je veux, toi seule. Océane secoua la tête, les larmes perlant. Tes mots sonnent creux, Elina. Combien de fois vas-tu me trahir avant que je parte pour de bon? La confrontation s'enflamma. Elina plaida, supplia, révélant tout, les nuits d'insomnie, les doutes qui la rongeaient, cette peur viscérale de l'abandon héritée d'une enfance où l'amour était conditionnel. Je suis brisée, Océane. Mais avec toi, j'ai cru pouvoir me réparer. Océane, touchée malgré elle, sentit sa résolution faiblir. Et moi? Je t'ai donné mon cœur, et tu l'as piétiné pour un souvenir moisi. Comment puis-je te croire encore? Leurs voix montèrent, attirant des regards curieux. Soudain, Elina s'effondra à genoux, sanglotant, parce que je t'aime, idiote. Plus que la vie elle-même. Ce geste, si vulnérable, si humain, brisa les dernières défenses d'Océane. Elle s'agenouilla à son tour, les prenant dans ses bras au milieu de cet espace sacré. Les invités passèrent, indifférents ou complices, mais pour elle, le monde s'était réduit à cet instant suspendu. Elles rentrèrent ensemble cette nuit-là, le trajet en taxi chargé d'un silence réparateur. Dans l'appartement, elles firent l'amour avec une douceur nouvelle, comme si chaque caresse effaçait une cicatrice. Elina explora le corps d'Océane avec une révérence presque religieuse, ses lèvres murmurant des promesses en castillan et en français mêlés. Jamais plus, je le jure sur nos âmes entrelacées. Pourtant, la paix fut éphémère. L'été apporta une vague de chaleur suffocante, et avec elle, de nouveaux tourments. Elina reçut une offre d'emploi à Madrid à un poste prestigieux dans une grande galerie nationale. C'est une chance, Océane. Mais je ne partirai pas sans toi. La Française, partagée entre peur et ambition, tergiversa. Et si on recommence tout là-bas? Une nouvelle vie, loin des fantômes de Barcelone. Mais au fond, Océane craignait, Madrid représentait Mariana, le passé toxique. Elina, sentant l'hésitation, devint distante à nouveau, reprochant à Océane son immobilisme. Tu me retiens par égoïsme. Tu as peur de l'inconnu, pas de moi.
La tension culmina lors d'une nuit orageuse, alors que la pluie fouettait les vitres comme des lames. Elina, ivre de frustration après une dispute au téléphone avec sa sœur, avoua l'impensable: j'ai revu Mariana une fois, juste une fois, après notre rupture. Pour clore le chapitre. Rien de plus. Le monde d'Océane s'effondra. Tu mens encore? Après tout, hurla-t-elle, attrapant un couteau de cuisine dans un geste impulsif non pour blesser, mais pour trancher le lien invisible qui les enchaînait. Le couteau trancha l'air, frôlant la joue d'Elina, qui recula, terrifiée. Tu crois que je suis comme les autres, hurla Elina, les yeux flamboyants. Dans ce silence assourdissant, Océane lâcha l'ustensile, horrifiée par sa propre violence. C'était le climax de leur tourment, une nuit qui révéla non seulement leur différence, l'instabilité passionnée d'Elina contre la stabilité prudente d'Océane, mais aussi leur humanité fragile. Elina s'enfuit dans la rue, sous l'orage, tandis qu'Océane s'effondrait, le corps secoué de sanglots. Le lendemain, la ville se réveilla grise, et avec elle, une résolution naquit. Les jours suivants furent un exil mutuel. Elina trouva refuge chez Carmen, qui l'accueillit sans question, sa cuisine embaumant le pot-au-feu espagnol comme un remède au cœur brisé. Océane, seule dans l'appartement, erra comme une âme en peine, évitant la galerie sous prétexte d'une grippe. La ville, indifférente, continuait son ballet, les sardanes dans les plazas, les cris des mouettes au-dessus du marché de la Boqueria. Mais pour elle, le temps s'était figé en un hiver intérieur. C'est Carmen qui joua les entremetteuses. Une semaine après l'incident, elle organisa un dîner improvisé dans son appartement du Raval, un lieu chaleureux aux tapis berbères et aux icônes religieuses côtoyant des affiches de Fellini. Vous deux, vous êtes comme Don Quichotte et Sancho, un complet sans l'autre. Venez, mangez, parlez. Ou taisez-vous, mais soyez là. Elina arriva la première, les yeux rougis, vêtue d'un pull ample qui avalait sa silhouette. Océane suivit, hésitante, un bouquet de lavande à la main, un geste de paix, inspiré des jardins de Versailles qu'elle chérissait dans ses souvenirs d'enfance. Le dîner fut tendu, paella aux fruits de mer, vin rouge de Priorat, et des silences ponctués de rires forcés. Après le dessert, une crema catalana craquante, Carmen les laissa seuls sur le balcon, face à la vue sur les lumières clignotantes de la Sagrada Familia. L'air était doux, chargé d'une brise marine qui portait l'odeur des pins. Elina brisa le glace: j'ai refusé le poste à Madrid. Pour nous. Mais je ne peux pas continuer si tu me vois comme une traîtresse. Océane, les larmes aux yeux, répondit: et moi, je ne peux pas oublier cette nuit. Le couteau. J'ai eu peur de moi-même. De ce que l'amour nous fait devenir. La conversation s'étira jusqu'à l'aube, un exorcisme verbal où elles déballèrent leurs âmes. Elina avoua sa peur de l'engagement, forgée dans un foyer où les divorces étaient légion et les amours éphémères. Je sabote toujours, parce que je crois que je ne mérite pas le bonheur. Océane, à son tour, confessa sa rigidité: à Paris, j'ai appris à me protéger, à construire des murs. Mais avec toi, ils s'effritent, et ça me terrifie. Elles pleurèrent, rirent, se touchèrent du bout des doigts, redécouvrant la tendresse dans la vulnérabilité. Au lever du soleil, qui peignait la ville en rose et or, Elina prit la main d'Océane. Et si on recommençait, non pas en effaçant le passé, mais en l'honorant? Une thérapie, peut-être. Ou juste du temps, pour grandir ensemble. Océane hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Oui. Mais lentement. Comme un tableau qui se révèle couche par couche. Les mois suivants furent une renaissance. Elles consultèrent une thérapeute queer du quartier de l'Eixample, une femme sage aux lunettes rondes qui les guidait à travers les méandres de la confiance. À la galerie, leur complicité revint, enrichie d'une profondeur nouvelle, elles co-curatèrent une exposition sur les amours résilientes, invitant des artistes lesbiennes d'Espagne et de France. Les toiles parlaient de cicatrices et de guérison, d'exil et de retour, miroir de leur propre odyssée. L'été les trouva sur la route vers Séville, comme promis. La voiture filait à travers les oliveraies de l'Aragon, Rosalia à nouveau en fond sonore. À Grenade, elles visitèrent l'Alhambra au crépuscule, main dans la main parmi les fontaines murmurantes et les jardins parfumés. Ici, les morts aimaient en secret, dit Elina. Comme nous. Océane rit, l'embrassant sous un cyprès centenaire.
À Séville, elles dansèrent le flamenco dans une table à eau enfumée, leur corps se mouvant en harmonie fiévreuse, Elina menant avec une grâce féline, Océane suivant avec une passion contenue. De retour à Barcelone, l'automne apporta une nouvelle, Elina était enceinte. Non, attendez, dans leur monde, c'était une adoption envisagée, un projet fou de fonder une famille avec une amie donneuse. Mais plus simplement, elles adoptèrent un chaton errant, une boule de poils noirs nommée Miro, qui ronronnait entre elles le soir. Leur amour, jadis tourmenté, s'était mué en quelque chose de solide, humanisé par les épreuves. Il n'était plus une flamme dévorante, mais un feu de cheminée, chaud et constant. Un soir de novembre, 2 ans après leur rencontre, elles se promenèrent sur la plage de la Barceloneta, les vagues léchant leurs pieds nus. Le soleil se couchait, un disque rougeoyant sur l'horizon. Elina s'arrêta, sortant une petite boîte de sa poche. Dedans, 2 alliances simples en argent, gravées d'un E et O, entrelacées. Pas un mariage, pas encore. Juste une promesse. Que nos différences nous enrichissent, pas nous détruisent. Océane, émue, glissa l'anneau à son doigt. Oui. À nous, les exilés qui ont trouvé leur port. Et ainsi, dans cette ville de passion et de secret, leur histoire s'acheva non en apothéose dramatique, mais en une quiétude humaniste, 2 femmes, marquées par les tempêtes, apprenant à naviguer ensemble. L'amour, après tout, n'est pas une toile parfaite, mais un chef-d'œuvre vivant, imparfait et infiniment précieux. Car dans les failles, la lumière trouve son chemin.